fois, donc j'espère que cette fois-ci, ça va se passer sans accroc. Donc tout d'abord, mon parcours, donc comme Monsieur Henry vous l'a expliqué, donc mon nom c'est Florence Schepkes. Je viens de la région liégeoise, donc je suis née à Eupen et j'ai 29 ans. Donc j'ai fait mes études secondaires au PDS à Eupen, donc en allemand, ce qui m'a permis d'être parfaitement bilingue. Et puis j'ai commencé donc mes études d'ingénieur civil à Liège, où j'ai choisi l'orientation chimie et sciences des matériaux. Après ces 5 ans-là, donc j'ai commencé à travailler chez NMC et je reviendrai plus en détail sur les différents parcours et pourquoi j'ai choisi l'un ou l'autre. Donc tout d'abord, pourquoi avoir choisi ingénieur civil? Donc en fait, après mes études secondaires, je ne savais pas trop quoi faire. Je suppose que c'est la majeure partie des gens dans ce cas-là. J'ai choisi ingénieur civil simplement parce que j'aimais bien les sciences, j'aimais bien la technologie. Et ingénieur civil, pour moi, c'était une manière de m'ouvrir beaucoup de portes, avoir beaucoup de possibilités après. Possibilités dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, mais aussi possibilités dans les types de boulot que je pouvais faire. En plus, je pense aussi a posteriori qu'ingénieur civil, ça permet vraiment d'être à la pointe de la technologie, d'innover, d'être créatif. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Donc je suis très contente d'avoir fait ces études-là. Pourquoi après avoir choisi la chimie? Donc en fait, je trouvais que la chimie était un domaine qui était très varié. Donc de nouveau, où il y a plein de domaines différents au sein de la chimie, des sciences des matériaux, on peut encore occuper plein de boulots et travailler dans plein de domaines différents. Et ensuite, je trouvais que la chimie était un domaine qui est assez concret et assez appliqué. C'est pas trop les calculs, les simulations, donc je n'aimais pas trop ça moi. Donc je me suis concentrée sur la chimie, sur vraiment quelque chose d'appliqué. Puis on peut aussi aller vraiment à l'origine des choses par la chimie. Donc on explique vraiment sur les matériaux, on peut expliquer beaucoup de choses, comment ça fonctionne et les différents constituants de choses, on peut l'expliquer. Et puis il y a beaucoup d'offres d'emploi dans la région liégeoise, donc c'était aussi un atout pour laquelle j'ai choisi l'orientation chimie et sciences des matériaux. Alors durant mes études, une chose qui est peut-être importante, peut-être pas exactement les différents points que j'ai mis, mais ce qui est important de voir, c'est que je suis contente d'avoir fait pas mal de choses en plus des études, donc en plus du sport aussi. Donc j'ai donné pas mal de cours particuliers aussi au sein de l'UNIF. Et j'ai fait différents stages. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour vous qui êtes en première année, c'est de sortir de l'UNIF, sortir voir autre chose, pour un peu voir le métier, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, étant donné que les études sont tellement vastes, c'est difficile, je pense, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime. Donc c'est vraiment très important de sortir. Mes stages étaient très différents dans les domaines très différents. Le type de boîte aussi était fort différent. Et donc ça m'a permis de mieux savoir qu'est-ce qui était important pour moi, à quoi est-ce que j'accordais de la valeur, dans quel type d'équipe je voulais travailler, dans quelle langue je voulais travailler. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Et je pense aussi que l'UNIF maintenant pousse de plus en plus à ce que les étudiants sortent et voir des entreprises, fassent des stages pour mieux être confrontés et préparés aussi au boulot futur. Alors, je vais peut-être d'abord expliquer un peu ce qu'est NMC. Donc, qui est NMC? Donc, j'ai commencé en 2014. NMC a été créé en 1950 par Gert Noël. Donc, NMC est une société qui est toujours dans les mains de la famille. Donc, c'est pas, on n'est pas en action, elle n'est pas en bourse. Actuellement, la maison mère, on va dire, est de Luxembourg, mais c'est plutôt en fait en Belgique que le site principal se trouve. Donc, c'est la photo aussi qui est représentée ici. Donc, à Enaten, donc vraiment à la frontière avec la Belgique, se trouve le plus gros site de production. En tout, on a plus de 25 sites dans le monde, principalement en Europe, mais on en a quand même un peu partout dans le monde. Et on est 1600 temps plein, équivalent temps plein qui travaillent pour NMC. Donc, le chiffre d'affaires de l'année passée, c'est 270 millions d'euros. Et donc, voilà ce que je disais, c'est toujours la famille Noël qui est majoritaire et qui dirige la société à 83%. Donc, voilà un peu les différents sites où on est représenté. Donc, les points en orange représentent les sites de production, vraiment les sites où on mousse. Voilà, NMC, je ne l'ai pas dit, mais NMC est une société qui produit des mousses synthétiques.
Donc les points en orange sont bien ceux où on produit de la mousse. Ensuite, il y a quelques points rouges qui représentent des sites où on fait de la confection. Donc en fait, on rachète des mousses, que ce soit des nôtres ou bien d'autres concurrents, et où on les recoupe, les relamine, les remet en forme pour une application bien déterminée. Donc souvent, dans les sites de production de moussage, on vend plutôt en mètres, et en site de confection, c'est en pièces. Donc c'est vraiment des domaines différents et des applications différentes. Et puis on a évidemment les points en bleu ou noir, c'est plutôt les sites de vente, les lieux de stockage. Et donc vous voyez qu'on est principalement en Europe. On a 2 sites au Brésil en plus, donc on est quand même mondial. Et puis il faut quand même savoir aussi que le fondateur Gert Noël avait 2 fils, Yves Noël et Marc Noël. Marc Noël, en fait, a créé Nomeco aux États-Unis. Et donc, on a une société sœur aux États-Unis qui s'appelle Nomeco, qui fait aussi les mêmes types de mousses que nous. Donc, on a quand même régulièrement des contacts. Donc, ce qui peut dire que bon, la famille Noël est représentée dans le monde entier. Alors, comme je l'ai dit, NMC produit des mousses synthétiques. Donc, quelles sont les matières premières qu'on a besoin pour produire des mousses? Donc, tout d'abord, il faut des polymères. Donc j'ai remis un graphique qui représente, c'est une manière de représenter les polymères. Donc vous savez sûrement qu'il y a des polymères qui sont amorphes, des polymères qui sont cristallins. Et en fonction de la température, de différentes caractéristiques, on peut les classer en pyramides. Et on voit donc en fonction de où ils sont situés, la température d'utilisation est différente, la température de fusion est différente et la structure des polymères est différente. Ce qui fait qu'on peut plus ou moins les mousser facilement. On voit également qu'en fonction, plus elles sont hautes, plus le prix est important. Donc nous, NMC, on sait mousser différents polymères et on travaille également sur le procédé, sur la formulation pour en mousser de plus en plus parce que le fait de mousser permet tout simplement de gagner en poids et donc tout ce qui est écologie, c'est vraiment très important. Donc on sait vraiment mousser une grande partie de ces polymères, donc je vous montrerai par après lesquels nous on mousse. La deuxième matière première qu'on utilise, évidemment, c'est du gaz. Donc, en gros, on doit mélanger un polymère avec du gaz. Donc, l'idéal serait évidemment qu'on puisse mélanger et mettre de l'air, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, comment est-ce qu'on choisit un gaz pour voir si ça se mélange ou si c'est un bon candidat pour le polymère en question? Donc, en fait, ça dépend du facteur qu'on appelle la perméabilité. Donc, la perméabilité, c'est la multiplication de la solubilité de la diffusion. Donc, si on voudrait considérer l'air, donc l'azote et l'oxygène, comme gaz de moussage, il faut en fait que la perméabilité soit élevée. Ça veut dire qu'il faut que la solubilité soit élevée et la diffusion pas trop haute, on va dire. En fait, la solubilité, c'est la facilité avec laquelle le gaz va se mélanger avec le polymère. Donc, il faut qu'elle soit élevée pour pouvoir atteindre des basses densités. Donc, si on n'arrive pas facilement à mélanger le gaz et le polymère, le moussage va être compliqué. Il faudra des très hautes pressions pour les mélanger. On ne saura pas descendre très bas en densité. Donc, la solubilité, c'est vraiment d'abord un critère. La diffusivité ne peut pas être trop élevée, comme je l'ai dit, parce que si la diffusivité est trop élevée, les particules gazeuses vont très vite s'échapper du polymère et en fait on n'arrivera pas à avoir une structure où le gaz reste emprisonné dans la mousse, donc dans le polymère. Donc il faut vraiment que les deux facteurs sont importants. Et donc on voit par exemple que pour l'azote et l'oxygène, eh bien, la perméabilité est négative, est mauvaise, et donc ce n'est pas des bons candidats pour mousser le OPE. Ici j'ai pris un exemple, c'est du LDPE. Un autre facteur qui est important, c'est le rapport de perméabilité, donc entre le gaz qu'on considère pour mousser et l'air. Parce que quand on mousse, on va injecter du gaz dans le polymère, et puis à un moment donné, quand la mousse est formée, il va y avoir un échange gazeux entre le gaz qui est dans la mousse et l'environnement. Et il ne faut évidemment pas que le gaz sorte beaucoup plus vite que l'air ne va rentrer, sinon la mousse, elle va juste collapser. Et il ne faut pas non plus que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que l'air rentre beaucoup trop vite par rapport à la sortie de gaz, sinon il va y avoir une surpression dans les cellules et ça pourra exploser. Donc, pas exploser, mais les cellules vont casser et donc la mousse ne sera pas de bel aspect. Donc, en plus d'avoir une perméabilité normalement qui doit être bonne,
il faut en plus que le rapport de perméabilité entre le gaz en question et l'air soit proche de 1. Donc, quel autre gaz est-ce qu'on pourrait considérer? Donc, on pourrait se dire, le CO2, c'est un bon candidat, étant donné que c'est un déchet et qu'on aimerait s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'il a plus ou moins les mêmes caractéristiques que l'azote et l'oxygène. Donc, la diffusivité est élevée, la solubilité n'est pas très bonne. Et en plus, le rapport gazeux le rapport de la perméabilité du gaz par rapport à l'air est aussi plus élevé que 1. Et du coup, le CO2 va quitter beaucoup trop vite les cellules par rapport à ce que l'air va rentrer. Alors, on a également vu que des hydrocarbures pouvaient être utilisés. Ils ont l'avantage, eux, que la diffusion est lente. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas trop vite quitter le polymère. Ils ont une certaine affinité. La solubilité est bonne. Mais ils ont également ce rapport qui est supérieur à 5, en fonction de quel hydrocarbone on considère. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, ça va quand même fonctionner avec ces hydrocarbures. Et le dernier, qui est en fait idéal sur papier, c'est le CO. Parce qu'il est vraiment parfaitement compatible, il a un rapport de 1, sauf qu'évidemment, c'est toxique, dangereux et tout ce qu'on veut, donc ce n'est pas une option pour mousser. Donc aujourd'hui, on utilise principalement des hydrocarbures et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que dans la composition totale, donc en plus du polymère et du gaz, on a un ensemble d'additifs. Et un additif qui est très très important en moussage, c'est le stabilisateur volumique. Ça veut dire que c'est une molécule qui a une partie hydrophile et une partie hydrophobe, qui va permettre en fait de réguler cet échange gazeux, qui va en fait modifier le rapport de perméabilité et va le faire se rapprocher de 1. Et en fait, par gaz qu'on utilise et par polymère, évidemment, il faut trouver ce stabilisateur volumique. Et pour certains hydrocarbones, on a trouvé. Par contre, pour le CO2, on n'a toujours pas trouvé un qui permet d'égaliser ce rapport à 1, ce qui rend impossible l'utilisation du CO2. Ou en tout cas partiellement possible, mais pas toujours. À côté de ces additifs-là, on a aussi des additifs de couleur, évidemment. Donc, les mousses peuvent être coloriées en tout type de couleur. On a des nucléants. Donc, qu'est-ce qu'un nucléant? Le nucléant, c'est la particule qui va permettre de réguler la taille cellulaire. Donc, je suppose que vous avez déjà vu des mousses qui ont des tout petites cellules qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et puis des mousses qui ont des énormes cellules. Souvent, c'est des mousses d'emballage. Quand on commande quelque chose sur Internet, ils ont des très grosses cellules. Donc, il y a également des additifs qui vont réguler, qui vont faire en sorte qu'on ait des grosses ou des petites cellules en fonction de l'application et des propriétés qu'on veut mesurer. Ensuite, il y a des additifs qui sont des additifs d'antifeu, qui permettent de passer certaines normes feu. Il y a des modificateurs de propriété, donc des modificateurs d'impact, des modificateurs pour rendre la mousse plus collante, plus souple, plus rigide. Donc, il y a tout type de propriétés qu'on peut modifier par l'ajout d'additifs ou même de polymères. Il y a des lubrifiants, évidemment, des anti-UV, des antioxydants. Donc, il y a une panoplie d'additifs qu'on peut rajouter en fonction de l'application et de la demande en question. Donc, je ne sais même pas tous les lister. Donc, voilà en ce qui concerne la formulation, ce qu'on peut faire. Ensuite, au niveau du process, donc NMC fait principalement de l'extrusion. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que c'est de l'extrusion aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres processus. Donc, en fait, de quoi a l'air une ligne d'extrusion? Donc, en fait, on a l'extrusion en tant que telle, et puis on a la partie refroidissement, et puis on peut éventuellement avoir un post-traitement, et puis on a l'emballage. Donc, l'extrusion, comme vous pouvez voir sur l'image, donc en fait, on a une trémie principale où, en gros, on va mettre les différents granulés, les différentes poutres, comme sur la photo, on voit des granulés. On les met à la trémie dans une certaine proportion qu'on a déterminée, et ces granulés sont alors emportés par la vis. Les granulés, généralement, ils ont une densité, en fonction du polymère, en fonction de l'additif, entre 900 et 1200 kg par mètre cube. La vis va alors transporter le tout. C'est souvent une double vis qu'on utilise. Elle transporte, elle fond le tout. Et puis alors, on vient injecter le gaz à certains endroits de la vis. Et alors, le gaz va commencer à se mélanger avec les polymères et les additifs. Puis alors, on doit commencer à refroidir pour trouver vraiment le point où le polymère n'est pas trop fluide ni trop dur pour que la mousse se forme. Donc, c'est vraiment un équilibre un range de température assez étroit pour chaque polymère qu'il faut trouver pour trouver le moment où le polymère va se rigidifier suffisamment pour ne pas couler, mais quand même encore être assez souple pour que les cellules puissent se former à la sortie. Et puis la dernière étape, c'est la filière qui va donner la forme à la mousse qu'on veut.
Et donc en sortie, en fonction du polymère de nouveau qu'on considère, on peut arriver à des densités entre 30 et 150 kg par mètre cube. Et donc on a un allègement finalement de jusqu'à 30 fois en fonction des conditions. On gagne vraiment beaucoup en termes de matière en moussant. Et donc là on a une image qu'on avait prise au SEM d'une structure cellulaire typique en LDPE. Voilà, ça c'est pour la partie extrusion. Puis alors, comme j'ai dit, on peut refroidir. Donc chez NMC, on refroidit à l'air ou à l'eau. Donc c'est assez traditionnel. C'est juste pour figer la mousse et pour qu'elle ne soit pas trop chaude en la manipulant. Et puis après, on peut avoir du post-traitement. Il y a une multitude de post-traitements qui sont possibles. Il y a d'ailleurs pas mal de photos qui vous en montrent. Donc il y a d'abord le laminage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut laminer différentes mousses les unes avec les autres. Donc la mousse où vous voyez différentes couleurs, là, il y a une mousse rouge, une mousse gris clair, une grise foncée. C'est ça, par exemple, une lamination. Donc on a simplement par l'effet de la chaleur refondu un peu le polymère et donc il va venir se recoller les uns aux autres. Donc ça, on peut le faire en ligne ou même par après. On peut venir coller un adhésif, comme sur la photo en bas. On peut venir imprimer quelque chose sur la mousse, le nom, le client, n'importe quoi. On peut venir découper la mousse, même des choses 3D dedans. On peut faire un recouvrement avec une peau, donc comme le tube tout au-dessus. Et on peut thermoformer, c'est la photo en bas à gauche ou la photo en haut à droite, où on vient en fait donner une fonte à certains endroits, en fait, on vient fondre la mousse et on donne une autre structure, une autre allure à la mousse. Tout ça peut donc se faire en post-traitement en fonction de la demande et des caractéristiques voulues. Et puis après, c'est assez traditionnel, donc on emballe. Nous, on peut emballer en longueur ou en rouleau en fonction de nouveau de la demande. Alors, quels sont les polymères qu'NMC manipule? Donc, tout d'abord pour la photo, vous voyez là, c'est du type de filière avec une mousse polystyrène. Vous voyez comment ça sort. Donc, au début, c'est encore tout petit, et puis vraiment, au fur et à mesure que quelques mètres après l'extrusion, en fait, après la filière, on a vraiment la forme finale. Ça continue quand même à gonfler. C'est ça que je vous disais, que la range de température est vraiment très étroite pour avoir la bonne consistance en fait du mélange, pour qu'il soit figé, mais pas trop lorsqu'on l'extrude. Donc pour les différents polymères que NMC confectionne, donc on a d'abord le PE, on a du PP, on a du polystyrène et du PET. Donc le PET, c'est le polymère qu'on utilise pour les bouteilles d'eau. Ça, c'est en extrusion, donc c'est suivant le processus que je viens de vous montrer. À côté de ça, on a également du moulage. Donc on a du moulage de l'EPS. Donc en fait, c'est des billes, ça. Les billes sont pré-imprégnées de gaz et sous l'effet de la température, en fait, le gaz qui est contenu à l'intérieur va gonfler et les billes vont gonfler et ça fait une mousse qu'on appelle de l'EPS. Le au début, ça veut dire expansion, alors que le X veut dire extrusion. Ça, on ne le fait pas en Belgique, on le fait seulement en Allemagne. C'est une plus petite partie de notre activité. Ensuite, en moulage, on peut également faire du PU, donc du polyuréthane. Là aussi, c'est deux composants, donc le polyol et l'isocyanate, qui sont liquides au départ, qu'on vient mélanger, ils réagissent ensemble, ils forment alors un gaz, ils s'expansent et remplissent un moule, une mousse dans un moule. Alors le PU a la caractéristique d'être pas un thermoplastique, mais un cross-linked, donc réticulé. Donc c'est beaucoup plus difficile de réutiliser des mousses PU par après, alors que dans la colonne de gauche, toutes les mousses sont recyclables et réutilisables. Donc en les refondant, on peut les remanipuler, les remettre en œuvre. Ce qui n'est pas le cas de toutes les mousses à droite. Donc il y a le polyuréthane. Et puis il y a le XLPO. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, de l'extrusion de mousse polyoléfine réticulée, où en fait c'est la même chose que des mousses PE normales, sauf qu'on rajoute un additif qui va faire en fait que les chaînes de PE ne sont plus recyclables, mais sont réticulées, et donc elles ne bougent moins, et ça donne d'autres propriétés évidemment à la mousse, mais c'est plus difficile de les recycler. Et on a également l'extrusion de caoutchouc, qui là aussi c'est des mousses réticulées, donc difficilement recyclables. Les mousses caoutchouc sont uniquement produites en Pologne, car c'est un processus vraiment très, très spécifique, et donc on ne fait pas en Belgique. Alors,
Pourquoi est-ce que nous, on produit des mousses? En tout, je pense qu'on a pas mal, plus de 10 000 produits différents sur tous les sites. Alors, la propriété principale pour lesquelles on les vend, c'est l'isolation thermique. Donc, la mousse permet un allègement et permet évidemment d'isoler les maisons, les tuyauteries, etc. La deuxième application, donc, c'est l'allègement, simplement le gain de poids, le gain de matière. Ensuite, on utilise souvent les mousses pour des étanchéités. Donc, on fait le lien en deux matériaux et ça fait l'étanchéité. Dans ce contexte-là, on a également développé des mousses qui sont en cellules ouvertes ou des mousses cellules fermées. Donc, les mousses cellules fermées, elles sont difficilement comprimables, alors que les mousses cellules ouvertes, on peut quasiment les comprimer totalement et elles reviennent et donc elles vont remplir en fait le gap en deux matériaux pour faire l'étanchéité. Ensuite, on utilise souvent nos mousses pour leurs caractéristiques de flottement sur l'eau. On utilise également nos mousses pour les propriétés d'isolation acoustique. Donc, c'est souvent dans les pièces pour atténuer le son, dans les voitures pour atténuer le bruit, ce genre d'application-là. Et puis les deux dernières applications, c'est plutôt des applications de packaging, donc pour la protection de produits, donc de l'emballage et du rembourrage, absorption de choc, ce genre de choses. C'est juste certaines fonctionnalités de nos mousses, je pense que ça en reprend quand même pas mal, mais le grand avantage, je pense, c'est quand même c'est très très modulaire, donc on fait vraiment des produits à façon, et donc on peut répondre à beaucoup de demandes et pour des applications très variées. Alors, en ce qui concerne les applications, voici les principales applications qu'on a. Donc, on a les applications qui sont dans la maison et aussi autour de la maison. Donc, il y a plus de photos par après, mais ce qu'on peut déjà citer, c'est qu'il y a des plinthes, il y a des moulures, des panneaux muraux, des appuis de fenêtres, des volets, du decking pour les spas, pour les terrasses. Voilà, tout ce que autour de la maison, même pour décorer, on produit. Ensuite, il y a toute la partie qu'on appelle, nous, sport and leisure, c'est les nouilles de piscine, c'est tous les boudins pour le fitness, pour le yoga, pour l'aquagym, pour jardiner, toutes sortes de mousses qui sont utilisées là. Et puis, on a la partie isolation, donc c'est la partie simplement isolation de tuyaux dans les tuyaux sanitaires. Et puis, on a la partie industrie, en gros, qui regroupe toutes les autres applications, mais qui est en fait notre plus gros segment. Donc, il y a d'abord l'emballage, donc le packaging. Il y a l'automobile, pas mal d'applications. Il y a en construction, pas mal d'applications. Il y a la protection aussi, protection de choc. Donc, voilà des images juste pour vous montrer. Donc, ici, c'est des panneaux muraux qu'on peut faire en différentes formes et différentes couleurs. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ça, c'est du polyuréthane parce que c'est des moulures injectées. Donc, on peut donner une forme 3D, ce qui n'est pas possible en extrusion. Ici, on voit par exemple des plinthes. On a également des plinthes pour l'éclairage indirect, par exemple. Ça aussi, on peut faire. Des volets, surtout en France. Toutes les installations d'isolation de tuyaux sanitaires aussi. Ça, c'est pour le chauffage sol, l'isolation de chauffage sol. Alors, on rentre dans les applications plus industrie. Donc, à gauche, vous voyez une fenêtre comme il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, donc avec très très peu d'isolation. Et puis à droite, vous voyez les mousses qui ont été rajoutées, les fenêtres qui se complexifient, justement pour améliorer le pouvoir d'isolation. Et c'est pas encore la dernière génération, donc il y a encore d'autres endroits où aujourd'hui on met des mousses. Là, vous voyez par exemple la protection dans les voitures pour éviter que les portières soient griffées ou aient des coups. Protection de PIC par exemple, tout type d'objet, d'une table. Et alors le petit coussin, je pense que tout le monde a chez soi pour jardiner ou autre. Voilà pour NMC. Alors mon parcours chez NMC. Donc j'ai commencé en 2014 en tant qu'ingénieur recherche. Et après 4 ans, donc et après mon MBA, je suis passée alors responsable de la recherche et du centre R&D. Donc d'abord, qu'est-ce qu'est le centre R&D?
NMC en R&D est séparé, je vais dire, en différentes sous-unités. Donc, il y a d'abord la recherche, où on était 3. La recherche, elle travaille vraiment plutôt sur des projets long terme et sur vraiment la formulation. Donc, en fait, on est 3 ingénieurs civils en chimie, sciences et matériaux. Et c'est nous qui, en fait, tout ce qui porte sur la formulation, concerne la formulation, on est responsable de ça. Ensuite, il y a la partie développement. Donc, la partie développement, c'est vraiment des ingénieurs aussi, mais qui travaillent plutôt sur les filières et sur des demandes clients très spécifiques. J'aimerais bien une de telle taille, ou j'aimerais bien une mousse de telle forme, de telle couleur. Donc, eux, ils travaillent sur la filière et font des développements vraiment spécifiques. Et si la demande porte sur la formulation, alors ça revient chez nous et on peut être appliqué dans un développement client. Et normalement, c'est quand même le développement qui se charge de ça. On a le labo, donc ils sont 5. Et puis alors, on a tous les opérateurs, machines, qui font les essais R&D. Donc là, c'est une équipe de 12 personnes. Voilà. C'est principalement les opérateurs et puis quelqu'un qui fait le planning. Et donc en 2018, j'ai repris et la recherche et ce centre R&D là. Et en 2020, j'ai repris en plus le laboratoire. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est encore, c'est comme M. Henry vous l'a dit, c'est que j'ai fait un MBA en 2016, parce qu'après 2 ans, je voulais un peu changer, évoluer aussi. Et je pense que dans toute société, pour un ingénieur, il y a 2 types de carrières, je dirais, qui se profilent. C'est plutôt, soit on va vers l'expertise, donc vraiment rester dans le technique et approfondir et devenir l'expert, on va dire, dans son domaine. Ou bien alors on passe plutôt dans du management, gestion d'équipe, etc. Et je pense que alors la formation qu'on a eue n'est pas suffisante. Et c'est ce que m'a permis de l'MBA. Donc on touche un peu à d'autres domaines, le marketing, la finance, la gestion d'équipe, la gestion de projet. Donc il y a vraiment pas mal de thèmes. Donc c'était pendant 2 ans, à chaque fois un week-end par mois entier, du vendredi au dimanche, sur un thème bien spécifique qu'on approfondissait en petits groupes. Et ça m'a permis du coup aussi de me développer et de changer de fonction à la fin. Alors pour aller plus en détail sur chaque fonction que j'ai occupée, donc avec qui est-ce qu'on travaille en recherche? Donc il faut quand même savoir qu'un département en recherche en entreprise, c'est pas de la recherche fondamentale comme on peut la connaître à l'UNIF. C'est vraiment très très appliqué. Donc on est en contact avec pas mal d'intervenants différents. Donc comme je l'ai dit, donc on est en contact avec le développement. Donc dès que le développement a une demande d'une mousse qui a des nouvelles exigences feu ou quelque chose de nouveau qui porte sur la formulation, ça atterrit chez nous. Donc là déjà il y a pas mal d'interactions, ce qui m'a également permis dans les 4 ans d'aller chez plusieurs clients différents pour discuter des problèmes et de leurs demandes spécifiques. Mais comme je dis, c'est pas notre quotidien tout le temps. Donc on ne fait pas que ça. Donc on n'est pas vraiment. Ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi travailler sur d'autres types de projets, comme des projets d'innovation. Donc là, les projets d'innovation, c'est vraiment des projets long terme. C'est en fonction de la stratégie, de la vision de la société, vers où est-ce qu'on aimerait bien aller. Est-ce qu'on voudrait bien à l'avenir pouvoir mousser un nouveau polymère? Est-ce qu'on aimerait bien changer un peu le processus? Donc ça en recherche qu'on peut, entre guillemets, faire un peu en arrière pour refaire des recherches un peu plus fondamentales sur quelles sont nos capacités finalement en moussage. Alors on a également une étroite relation avec le laboratoire, non seulement parce que le laboratoire effectue toutes les caractérisations sur les mousses, mais aussi parce que le laboratoire est le département chez nous qui gère toutes les certifications et tout ce qui est normes. Et les normes changent constamment en chimie, donc il y a souvent quand même des modifications, des ajustements à faire. Une matière n'est plus autorisée, ou bien il y a une limite imposée sur cette matière-là. Et donc, on doit constamment rester à jour sur ce qui est permis ou non dans nos formulations. Alors, on est également en relation avec la production et les achats. Dès qu'il y a un problème en production et que ça touche à la formulation, on est contacté. Et avec les achats, c'est plutôt tout ce qui est dual sourcing. Donc, quand on veut avoir 2 produits identiques, la première validation se fait également chez nous pour être sûr que les produits soient identiques avant de faire les tests en production. On n'arrête jamais une ligne de production
sans test préalable. Les tests préalables se font chez nous. Et puis à côté de ça, on est évidemment en contact avec des cabinets d'avocats pour tout ce qui est brevet. On est en contact avec de nombreux fournisseurs pour de nouvelles matières. Donc je pense que les contacts en recherche sont quand même multiples. Alors, sur quel type de projet est-ce qu'on travaille en recherche? Donc, il y a d'abord les projets liés à la formulation, comme j'ai dit, au processus ou bien au post-traitement. Alors, j'en ai quelques exemples. Donc, un des premiers projets où j'ai participé en tant qu'ingénieur recherche, c'était le projet NMC Nature Foam, qu'on appelle ça, où en fait, on a voulu passer toute la gamme d'isolation d'un PE fossile à un PE biobasé. Donc j'ai remis le petit graphique biobasé, biodégradable. Aujourd'hui, on n'était que dans la partie blanche. Enfin, avant, on n'était que dans la partie blanche, où nos plastiques étaient donc à base de fossiles et non biodégradables. Et on a voulu passer en biobasé en achetant donc du PE qui est à base de canne à sucre. Et donc, ça nous a permis en fait de réduire l'impact carbone de nos tuyaux d'isolation de 2,66 kg de CO2 équivalent par kilo de mousse à 0. Et ça a été fait je dirais, il y a 3 ans maintenant, où on est les premiers d'ailleurs qui proposons une gamme d'isolation où l'impact carbone est 0. Alors, un deuxième projet, qui est plutôt un projet, on va dire, continu, c'est optimiser le pouvoir isolant des mousses. Donc aujourd'hui, en polyéthylène, par exemple, on est traditionnellement à 0,40 watts par mètre Kelvin. Et on aimerait bien arriver sur la majorité de nos produits à 0,35. En polystyrène, juste pour indication, on est à 0,29. On aimerait bien passer à 0,026 watts par mètre Kelvin. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? D'abord, on pourrait réduire l'épaisseur dans les maisons, dans les voitures, dans les avions, dans les bateaux. Donc, ça permettrait de gagner beaucoup de place. Et puis, évidemment, ça permettra encore de réduire la consommation d'énergie des êtres humains. Et donc, dans un esprit écologique, évidemment, c'est souhaité. Alors, il y a également une recherche constante qui est liée au comportement feu de nos mousses. Donc, évidemment, les polymères, les plastiques sont des matériaux qui brûlent très bien. Et donc, on doit rajouter des substances qui vont permettre de limiter en fait la vitesse de propagation des flammes. Et donc, on doit constamment essayer de trouver des antifeux qui permettent de répondre à des nouveaux classements, mais également, on doit changer nos antifeux parce que traditionnellement, c'était le brome et le chlore qui sont des halogènes et qui sont pas top niveau environnement. Et donc, on doit essayer de les remplacer par des molécules qu'on dit halogènes free pour, de nouveau, d'un point de vue écologique, qui sont meilleurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune molécule, on va dire, qui, niveau prix et dosage, est équivalente et qui permettent de passer les mêmes classements. Donc, c'est un challenge de vraiment trouver des nouvelles molécules là. Et puis, il y a beaucoup de tests-feu qui évoluent et la quantité de fumée, la toxicité des fumées est de plus en plus analysée. Et donc là aussi, on doit constamment se mettre à jour et améliorer nos produits. Voilà donc les types de projets qu'on peut avoir en tant qu'ingénieur recherche. Alors ensuite, donc en 2018, je suis passée responsable. J'ai directement remis les challenges qu'on a en tant que responsable en général. Donc le fait que j'ai le laboratoire en plus n'a pas changé la chose. Mais maintenant, mon quotidien, c'est plutôt la gestion de personnel. Donc en tout, je gère 20 personnes. Il y a des cadres, des employés, des ouvriers. Donc c'est très très varié la communication aussi qu'on peut avoir, les types de problèmes qu'on peut avoir. Et ça occupe pas mal de temps. Ensuite, il y a également la gestion de budget, d'investissement, gestion des coûts en général, qui est beaucoup plus importante. Puis il y a la mise en place d'indicateurs de performance. Je gère des portefeuilles de projets, donc je dois revoir l'avancée des projets, proposer également la manière de travailler, donc sous quels documents, comment est-ce qu'on fait le reporting, tout ce genre de choses-là que je dois régler. Il y a évidemment tout ce qui est planning et organisation, de manière générale, dans les 3 départements, quelles sont les priorités. C'est plutôt ça mon quotidien actuellement.
Alors, de manière générale, j'ai encore mis un slide sur quels sont les défis technologiques pour NMC. Je pense qu'il y a certains gros thèmes qui reviennent quand même toujours. C'est d'abord le développement durable et tout ce qui est économie circulaire. Donc, on a pas mal de projets actuellement qui visent en fait à augmenter la part de recyclé dans nos mousses et de rendre nos mousses recyclables un maximum en combinant par exemple pas des matières différentes sur un même produit. Donc la thématique de recyclage au sens large, donc c'est et intégrer des matières recyclées et reprendre des déchets de clients et dans la conception de nos produits, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment actuel et on travaille beaucoup dessus. Et ça dans le cadre seulement de suivi également de législation et de normes. Donc, par exemple, l'Europe a défini qu'il y aurait une taxe sur tous les produits d'emballage qui ne contiennent pas de matière recyclée. Donc, il faut au moins 30% dans chaque matière d'emballage. Et vu qu'on produit des emballages, on doit s'y soumettre. Et donc, cette partie recyclage, c'est souhaité et par les clients et par la société, mais également, il faut se mettre en conformité avec la loi. Donc, il y a vraiment une grosse pression là-dessus. Et on voit aussi de plus en plus que les impacts environnementaux, donc par l'analyse du cycle de vie qu'on fait en interne, ça devient en fait carrément un atout, un argument de vente. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus chez nous. Alors ensuite, le deuxième défi, c'est la compétitivité. Il y a quelques années, NMC était souvent le premier dans les marchés, mais évidemment, dès qu'on est le premier, on se fait rejoindre. Donc il y a pas mal de compétition dans nos marchés. Donc les prix sont quand même toujours très importants pour ne pas être complètement en dehors du marché. Et donc on travaille beaucoup aussi sur l'automatisation de nos lignes, l'automatisation de l'emballage et trouver des matières premières qui sont moins chères, plus efficaces, etc. Et puis on travaille également beaucoup sur les brevets pour protéger tout ce qu'on fait et ne pas se faire dépasser ou rejoindre par la compétition. Et puis il y a la partie vraiment innovation, je dirais, où NMC donc, travaillait beaucoup avant en réponse à des clients, donc vraiment à des demandes, et on essaye de plus en plus de pousser, on va dire, nos propres innovations pour rester à la pointe, également pour être attractif pour nos clients et pour s'étendre et croître encore, ce qui est le souhait en tout cas du management. Alors, quels sont les rôles de l'ingénieur chez NMC? Donc, comme je l'ai dit, il y a tous ceux qui sont qui sont experts dans la matière. Donc, c'est principalement nous trois en recherche. Et nous, tous les trois, on a fait donc ingénieur civil chimiste. Donc, on est vraiment les personnes, dès que ça touche à la formulation, on intervient. Ensuite, il y a plutôt les experts process. Donc, ça touche à l'automatisation, la robotisation, mais également le design de filière. Donc tout ça, c'est dans le processus, même si on peut dire que nous, en tant qu'ingénieur recherche, on travaille quand même également sur le process pour l'améliorer. Donc, même si on est principalement sur la matière, on intervient quand même également au niveau du process. Là, la majeure partie des gens qui travaillent dans ces domaines-là ont fait ingénieur industriel. Et puis alors, il y a tout un département qui s'occupe des machines, des équipements, qui les dessine. Et là, c'est plutôt des ingénieurs mécaniciens, électriciens ou construction carrément qui travaillent là. Donc, on a quand même pas mal d'ingénieurs différents chez NMC et d'expertises différentes pour faire tourner tout ça. Alors, j'arrive à la fin. Donc, ma conclusion. Donc, pour moi, tout ce qu'il faut retenir de la présentation, c'est d'abord, je pense que chaque ingénieur doit être ouvert et flexible. C'est vraiment primordial. Tout d'abord parce que le boulot n'est jamais comme on le pensait. On est constamment confronté à des nouveaux challenges. On l'a bien vu avec le coronavirus, donc les horaires ont changé, les types de projets ont changé, le reporting va changer. Donc, pour un ingénieur, c'est vraiment très important d'arriver à être ouvert et flexible. Il faut continuellement apprendre et se développer. Donc, je pense que depuis que j'ai fini ingénieur civil, donc bientôt 7 ans, je fais tout le temps des formations et c'est également souhaité parce qu'il y a plein de domaines après les études qu'on ne connaît pas. Et quand on veut gérer aussi des gens, qu'on veut évoluer, il faut continuer à se développer dans quel que soit le domaine, que ce soit la gestion personnelle ou dans l'expertise. Il faut vraiment continuer à apprendre et il y a toujours plus à l'extérieur aussi. Il faut aller chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas au sein de la société. Alors les langues, j'ai quand même mis que c'était très important.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler chez NMC, c'est parce que c'est une société qui valorisait les langues, puisque en fait la société est vraiment bilingue, donc il y a autant de germanophones que de francophones. Et c'est un réel atout. D'ailleurs, maintenant, on cherche quelqu'un pour occuper un poste d'ingénieur recherche et trouver quelqu'un qui parle les deux langues, c'est très compliqué. Or, c'est vraiment primordial parce que dans les ouvriers et au sein de la société, il y a pas mal de gens qui ne parlent soit que l'allemand, soit que le français. Donc, quelqu'un qui parle les deux, je pense que c'est un énorme atout dans la vie, la vie active. Alors, la communication, même au sein du département de recherche, la communication et le travail d'équipe, c'est primordial. Et quelque chose qui est important surtout pour les ingénieurs, c'est adapter le contenu au public. Si on présente au management, je pense qu'un ingénieur doit être capable de synthétiser, arriver à faire ressortir le message et pas tous les détails. Par contre, quand on présente à des ingénieurs, ben, on peut aller plus dans le détail et comprendre. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend peut-être pas souvent, mais qui est super important dans la vie professionnelle. Et voilà, j'arrive à la fin. Merci beaucoup de votre attention et je suis toute oui pour vos questions. Voilà, merci beaucoup pour Florence pour cet exposé vraiment clair et qui brosse différents aspects. Je pense que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire dans les entreprises, chez NMC en particulier. Et donc, voilà, on va passer aux questions. Et donc, comme je l'indiquais, vous levez votre main, ce qui me permet de voir qui a des questions. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est le moment, profitez-en. Si vous préférez poser des questions via le chat, c'est bon aussi, hein. Alors, oui, voilà, j'ai une première question. Je donne la parole vers elle. Voilà, tu as la parole. Bonsoir. Oui, on t'entend. Bon, j'ai pas bien compris. Il faut parler un peu plus fort parce que sinon on n'entend pas. Ouais. Bon, en fait, j'ai pas bien compris. Quand vous avez dit au niveau du travail, en fait, au niveau des brevets, vous travaillez pour ne pas être rejoint par la Cour. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je vais peut-être redire la question parce que le son était très bas. Mais la question, si j'ai bien compris, c'est qu'est-ce que ça signifie très pratiquement être rejoint par la concurrence? Donc en fait, quand on développe un nouveau produit, si on n'a pas de brevet dessus qui protège en fait le produit, l'invention, le design, n'importe quoi, et que le client, le concurrent le voit, il peut copier la chose un pour un. Et le gros problème qu'on a chez NMC, c'est qu'on est situé en Belgique, et donc les coûts personnels sont très chers, donc on est très cher, et donc des sociétés qui sont par exemple en Slovaquie ou en Pologne ou autres, eh ben, les coûts personnels sont moins chers et donc on peut ne plus être concurrentiel parce qu'ils vendent le même produit 20 ou 30% moins cher. D'accord, j'ai compris. Merci. Voilà, merci pour ta question. Hop. Voilà. Alors, une question de Thomas. Voilà, tu as la parole. Bonjour. Bonjour, on t'entend bien. Comment est-ce que vous avez été impacté par la crise sanitaire? Donc, on a été partiellement en chômage. Donc, à partir de fin mars, je pense, l'année passée, la R&D a été mise en chômage. En fait, on suivait la production. Donc, si la production n'avait pas beaucoup de commandes, on était mis en chômage aussi pour éviter évidemment que les coûts augmentent sans que les recettes augmentent. Mais le chômage a arrêté, je crois que c'était en juillet, on a arrêté, en plus ou moins en même temps que les mesures du gouvernement, des aides des gouvernements. Et depuis lors, on travaille temps plein et
le carnet de commandes est rempli. L'année d'ailleurs, le bilan finalement sur 2020 était très très bon. Donc NMC se porte très bien. Maintenant, au niveau des domaines, je pense que certains domaines ont plus souffert que d'autres, mais étant donné qu'on a des applications vraiment dans beaucoup de domaines différents, ça a compensé. Donc même si l'automobile est encore quasiment à l'arrêt pour certains actuellement, tout ce qui est décoration et rénovation à l'intérieur, par exemple dans les maisons, ben, on a vu que les ventes ont vraiment augmenté, donc ça a compensé. Donc finalement, on n'a pas eu trop de problèmes, je dois dire. Merci. Voilà. Alors, encore une question de Carla Marie qu'il est écrit sur mon écran, mais je ne sais pas toujours si les noms sont justes. Alors, voilà. Tu as la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez porté votre choix sur NMC? J'ai choisi NMC parce que je savais que c'était une société familiale. Et donc là, c'est une société assez stable, je vais dire, où les stratégies ne changent pas tous les jours, où on n'engage pas d'un coup beaucoup, puis licencie d'un coup beaucoup. Donc c'est une société, je pense, stable. Donc c'était un peu une sécurité. Ensuite, comme je l'ai dit, pour la langue, donc je voulais pouvoir utiliser le fait que je parle allemand et français. Et il y a une société dans la région liégeoise où je valorisais pas cet atout-là, donc je trouvais ça un peu dommage. Et puis le fait que voilà, la multitude de produits qu'on fait, ça permet beaucoup de liberté. Donc je travaille sur tellement de sujets et de projets différents, c'est vraiment très intéressant. C'est pas du tout, on n'est pas cadenassé, c'est très vaste. On peut travailler sur la formulation, sur le process, sur les applications différentes, des polymères différents. Donc c'est ça qui m'a attiré chez NMC. Et puis l'ambiance est très familiale. C'est quand même une petite boîte tout en étant une boîte internationale, mais ça reste une petite boîte. Donc en R&D, on est 50 personnes et on se connaît tous. Enfin, c'est pas impersonnel, je dirais. Donc tout ça fait que j'ai choisi NMC et que j'y suis toujours. Merci. Voilà, merci pour ta question. Alors, question suivante. Surtout, n'hésitez pas, c'est très facile, le son est bon. Que ce soit sur les techniques présentées, sur les carrières, sur les choix des options, sur que vous devrez bientôt faire l'année prochaine. Voici une question de Léa. Je te donne la parole. Voilà. Normalement, je t'ai donné la parole, Léa. Il faut que tu actives le micro qui est en bas au milieu de l'écran. Ah, voilà. Pardon, j'ai pas l'habitude. Ah, voilà, parfait. Ma question, c'est est-ce que vous avez hésité avec d'autres choix d'options et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Oui et non. J'aimais bien en fait l'électricité et la chimie, mais étant donné que c'était deux options qui étaient incompatibles à l'époque, j'ai choisi, parce que mon premier choix c'est la chimie, donc j'ai pas pu faire l'électricité. Et en complément, j'ai pris biomédical, un peu par élimination, je dois dire. La chimie, j'étais assez sûre pour les raisons que j'ai citées, donc le domaine, la variété et les débouchés. Et voilà, moi, j'aimais pas trop, je vais dire, la mécanique et d'autres options sont quand même forts sur ordinateur, la simulation, la construction aussi, c'est beaucoup des calculs, c'est un peu moins appliqué en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi chimie. Et à mon époque, biomédical était encore très jeune dans les options, dans les cours, et donc je voyais pas trop là les débouchés pour un ingénieur biomède. Et la pharmacie ou tout ce qui est médicaments m'intéressait pas trop, donc c'est pour ça que j'ai choisi chimie en majeur. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais à votre place, c'était assez compliqué de choisir et
je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'options et beaucoup de possibilités. Mais c'est pas parce qu'on a choisi l'électricité qu'après on ne peut pas bifurquer vers autre chose. Donc voilà. Pour rebondir sur cette question-là, moi j'ai une petite question sur on choisit une option, mais on a besoin quand même de bien d'autres choses. Tu montrais chez NMC qu'il y a, bien sûr, on a besoin d'électriciens, de mécaniciens et finalement, en étant d'une option en particulier, bon, dans ce cas-ci, c'est la chimie, mais quelle est l'importance quand même d'avoir une culture dans le reste? Ça me paraît quand même important de connaître bien le fonctionnement d'un moteur électrique, les problèmes mécaniques qui peuvent se poser, etc. Est-ce que tu as été confronté à ça? Est-ce que tu peux commenter? Ouais. En fait, on se rend compte que maintenant qu'on doit engager quelqu'un, on cherche quelqu'un et on se dit, bah, quelqu'un qui a fait uniquement chimie comme formation, il lui manque toutes ces parties-là. Et je pense que l'ingénieur permet d'ouvrir justement, de comprendre. En fait, on a appris à apprendre, en fait. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a quand même des notions en mécanique, en électrique. Quand il faut changer de gaz, par exemple, on fait des essais pour changer de gaz, bah, il faut comprendre le fonctionnement d'une pompe à gaz et pourquoi est-ce qu'il faut telle pression avant l'injection. Et donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, même s'il y a des spécialistes au sein de la boîte, il n'y a pas des spécialistes pour tout. Donc, il faut quand même commencer à réfléchir par soi-même et c'est très important de comprendre finalement ce que tu fais. Sinon, quand tu as des problèmes, tu ne sais pas réagir, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que le fait d'avoir fait ingénieur et de connaître un peu dans beaucoup de domaines permet d'avoir un esprit critique aussi tout simplement sur pourquoi parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Et comme j'ai dit, les projets qu'on fait ne sont pas uniquement basés sur la formulation, c'est une chose, mais le process, la formulation toute seule, sans le process, ça ne fonctionne pas, on va dire. Donc, même si on a la bonne formulation, mais qu'au niveau du process, la filière, le design des vis, n'importe quoi, quelque chose ne fonctionne pas, même avec la formulation parfaite, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment très important, je pense, d'avoir fait ingénieur pour faire mon boulot. Oui, c'est ça. Quand tu dis par rapport à la chimie, par rapport à quelqu'un qui a fait les sciences chimiques, faculté des sciences, c'est ça que tu veux dire, oui. Oui, ils sont c'est plus spécialisé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est plus sur la caractérisation que nous, on n'a pas trop eu, c'est vrai. Quand je vois ceux qui ont fait chimie, donc 5 ans, master en chimie, ils sont beaucoup plus calés dans les analyses qu'on peut faire sur les polymères et la structure, enfin tout ça, on n'a quand même pas eu énormément de cours, nous, en 2 ans. Et évidemment, les domaines sont vite très vastes, donc quand on se concentre juste sur les polymères, j'avais peut-être 2 ou 3 cours à l'époque. Donc il y a beaucoup qu'on apprend sur le terrain, ça c'est clair, mais de toute manière, on apprend aussi beaucoup sur le terrain. On ne sait pas tout apprendre à l'UNIF, donc. Mais je pense que c'est important d'avoir fait, voilà, ça permet ça en tout cas à l'ingénieur, c'est l'ouverture d'esprit et connaître beaucoup de choses. Ouais. Non, c'est clair qu'on ne peut pas apprendre tout à l'UNIF et comme on le répète toujours, on apprend à apprendre, c'est surtout ça qui est important. Merci Léa pour ta question. Alors, d'autres questions? Profitez-en. C'est la dernière conférence en plus. Alors, Héloïse. Normalement, ton micro doit pouvoir s'activer. Alors. Héloïse, tu n'arrives pas à activer ton micro? Oh, si, je l'avais appuyé puis je l'ai recoupé sans le faire exprès. Voilà, là on t'entend, oui. Ok. Du coup, moi j'avais une question plutôt par rapport à la recherche. On dit souvent qu'il y a beaucoup de nouvelles découvertes en chimie, mais est-ce que c'est pas parfois stressant de se dire qu'il y en a tellement, enfin il y a tellement de choses qui ont déjà été découvertes et de devoir encore faire mieux? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas si c'est clair. Stressant, je dirais pas. Je dirais justement que c'est stimulant d'être dans un domaine qui est encore pas nouveau, mais où beaucoup de choses changent. Ça permet aussi de faire beaucoup de nouvelles choses, quoi. Je veux dire, les polymères et je disais dans les normes, il y a tellement de choses qui changent, les molécules qu'on trouve.
ça donne beaucoup d'ouverture et de flexibilité sur ce qu'on peut faire. Donc, je dirais plutôt pas stressant, mais plutôt stimulant et intéressant. Moi, quand je vois un fournisseur et que je vois tout ce qu'il y a de nouveau, je me dis, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et on n'a juste pas assez de mains, pas assez de capacité, mais c'est plutôt attrayant et c'est la raison pour laquelle, enfin, en tout cas, moi, je ne me lasse pas encore de mon boulot, c'est que ça change tout le temps, quoi. Donc, Ça va, super, merci. Je pense dans la suite de ça qu'il y a un défi sur lequel pas mal de gens travaillent dans différents secteurs de la chimie, mais c'est vrai que le secteur des matériaux est assez touché. Et tu en as un peu parlé en parlant du polyéthylène bio. Euh, pour l'instant, les matières plastiques d'une manière générale, et bon, le problème c'est que les gens ne font pas toujours bien la part des choses, mais c'est que dans pas mal de cas, les matières plastiques, les plastiques en général sont dans l'œil du cyclone parce que évidemment il y a tout ce problème des déchets plastiques et donc il y a beaucoup de choses qui se font dans la recherche de plastique biodégradables mais aussi biosourcés, donc utilisés, et tu l'as mentionné, pas des produits fossiles mais des matières végétales pour produire des polymères. Et dans ce contexte-là, il y a pas mal de développement au niveau du PLA, l'acide polylactique, qui vient de l'acide lactique, qui vient simplement de végétaux. Est-ce que chez NMC, alors je sais, bon, pour avoir aussi touché un peu à ça, on sait bien que l'acide polylactique, ben, il a des propriétés mécaniques souvent qui sont un peu faibles par rapport aux polymères fossiles, et donc il y a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir l'utiliser. Mais est-ce qu'il y a des choses de ce type-là qui se font chez NMC? Oui, en fait, il y a quelques années, on a poussé donc le fait de passer en PE fossile, biobasé, parce que c'était le moyen, je dirais, le plus simple et vite pour trouver une solution et pour proposer une différenciation par rapport aux concurrents. Parce que même si le PE est d'une autre source, il est A pour A, on a pu remplacer assez facilement en production et les propriétés sont les mêmes. Mais bien sûr, on travaille aussi sur le fait d'intégrer des charges biosourcées, donc que ce soit des fibres de bois, de la cellulose ou toute autre charge biosourcée, pour augmenter le contenu biosourcé. Parce que, bon, il faut bien se dire quand même qu'aujourd'hui, le PE biobasé, il y a quand même une controverse, on va dire. Nous, il vient du Brésil. Il y a le transport, il y a le fait que ça rentre en compétition avec les terres arabes. Donc, ça fait pas l'unanimité, je vais dire. Donc, c'est clair qu'on cherche aussi pour d'autres alternatives. Maintenant, les réglementations liées aux polymères biodégradables sont en plein changement. Et donc, on garde ça à l'œil en disant qu'on regarde ce qui sort et on essaye de les mousser. On fait des petits tests, est-ce que c'est moussable ou pas. On analyse les propriétés. Mais l'Union européenne est en train de limiter en fait les applications où on peut utiliser des polymères biodégradables pour éviter que tout le flux de plastique soit en fait contaminé par des polymères biodégradables. Le but en fait c'est d'augmenter plutôt la circularité, donc la récupération des plastiques et puis la réintégration par recyclage chimique ou mécanique. Mais le biodégradable, en tout cas nos applications, on a plutôt des applications long terme, donc dans les tuyaux d'isolation, dans la maison, dans les châssis. On ne voudrait pas que les mousses se dégradent. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'application, honnêtement. Et on est, même si on regarde, on n'est pas, c'est pas la priorité numéro un, justement parce que l'Union européenne veut aussi limiter les applications. Alors le PLA, en spécifique, on a regardé, on a déjà moussé, ça mousse assez bien. C'est le polymère, je dirais, biodégradable qui est le plus avancé dans les recherches. Pour aussi avoir des quantités industrielles. Il y a beaucoup d'autres matières qu'on peut en avoir en 5 ou 10 kilos, mais on ne va pas avoir des centaines de tonnes. Donc même si ça fonctionnait, ben, l'industrie n'est pas encore prête à les commercialiser. Pour le PLA en spécifique, donc oui, ça fonctionne. On arrive aux mêmes densités que nos mousses polystyrène, par exemple. Mais le problème, c'est encore le prix. Donc il est, à l'époque, c'était 2 ou 3 fois plus cher, je pense. Et les propriétés sont quand même moins bonnes. Donc, propriétés mécaniques sont moins bonnes, résistance à température est moins bonne, résistance à l'eau, à l'humidité est moins bon. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, plus cher, moins performant. Et si l'application ne le valorise pas, il n'y a pas eu de. Voilà, on n'a pas concrétisé en tout cas cela, mais ça reste. On a un comité d'innovation
avec, on va dire, une armoire de choses qu'on sait faire. Et c'est leur boulot aussi de voir dans le marché est-ce qu'il n'y a pas quand même des débouchés maintenant qui n'existaient pas avant, où ça peut être valorisé. Oui, tout à fait. D'autres questions? On a encore un peu de temps. Alors, Carla Marie, oui, encore une question. Je crois que tu as la parole. Tu dois pouvoir activer ton micro. Comment avez-vous fait pour gérer vos stages et les cours en même temps? Les stages à l'UNIF, tu veux dire? Oui, enfin ceux dont vous avez parlé au début de la présentation. Donc le stage chez CMI, c'était pendant mes vacances d'été. Donc c'était assez simple. Et le stage chez l'OAS, c'était pour mon TFE. Donc en 5e année, quand vous devez faire votre TFE, vous avez le choix entre faire votre thèse à l'UNIF ou bien en entreprise. Et donc moi, j'avais choisi d'aller en entreprise justement pour voir un peu ce que c'est, voir dans quel contexte on peut travailler. Et donc, j'étais 4 jours par semaine sur site et un jour, on avait quand même encore des cours. Donc, c'était assez simple, je dirais. Et pour le MBA, vu que c'est en même temps que mon travail, ben, c'était après journée, le week-end, et il fallait s'arranger. Merci. Petit complément pour les stages à l'université en dernière année, c'est prévu dans le programme des cours. Hein. Donc, le stage en été, qu'on appelle le stage technique dans notre filière, c'est un stage de 40 jours. Il compte pour un certain nombre de crédits dans le programme. Alors, il ne peut se faire qu'en été parce qu'il faut être là pour les cours, mais il fait partie du programme, donc c'est tout à fait compatible. Et le TF en entreprise, c'est pareil, il est en entreprise en gros du mois de février au mois de mai, et c'est prévu dans le programme, donc il n'y a pas d'incompatibilité. Et c'est vrai que depuis longtemps, maintenant, on pousse beaucoup plus qu'avant les étudiants à passer dans les entreprises. Celui qui veut y passer un maximum de temps, c'est le cas de Florence, visiblement. On prend à la fois le stage technique en été, plus alors le TFE. Et puis, il y en a qui font uniquement un des deux, donc ils passent un peu moins de temps, mais ils sont tous obligés de faire un passage en entreprise. Merci. D'autres questions? Alors, Souhaïl, je te donne la parole. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend bien. Alors, vous aviez montré que vous aviez fait un master à HEC en même temps que votre emploi. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, je l'ai fait, donc oui, c'est possible. En fait, le master que j'ai fait, donc, il avait la particularité d'avoir lieu qu'un week-end par mois. Donc, du vendredi, je pense que c'est 3-4 heures. Donc, la NMC me donnait, entre guillemets, congé pour y aller. Jusqu'au dimanche aussi 3-4 heures, je pense. Donc, c'était vraiment intensif jusque des heures minuit et autres. Et il y avait beaucoup de préparation à faire en plus pour préparer le week-end. Mais ça, je pouvais le faire le soir ou le week-end chez moi, les autres week-ends. Donc c'est compatible, même si je dois bien avouer, c'était sport parfois. Et là, je pense qu'NMC, en tout cas, moi, a permis d'être assez flexible et j'ai pu aussi parfois travailler un peu au boulot pour préparer tout ça. Il y a aussi le master complémentaire HEC, mais qui n'est pas l'MBA, qui a lieu en cours du soir, mais que beaucoup de gens font aussi en plus, qui a lieu, alors je pense, c'est 2 ou 3 soirs semaine, plus le samedi matin. C'est clair qu'en plus du boulot, voilà, c'est beaucoup de travail et c'est des matières qu'on ne connaît pas forcément. Donc il faut un peu, il faut le vouloir quand même pour les coupler, mais c'est tout à fait faisable. D'accord, ça va. D'autres questions? Alors, Louise, je te donne la parole. Voilà. Oui, j'avais une question, mais c'était plus en général. Les ingénieurs civils, ils travaillent dans des grandes entreprises, non? Pas forcément, non.
je pense que on peut être ingénieur civil et travailler un peu partout, même dans une PME. C'est pas forcément une grande entreprise, non. Et même après avoir fait ingénieur civil, on peut devenir prof. Enfin, moi, j'ai longuement hésité aussi à faire une carrière plutôt académique. Donc, je pense pas que ce soit focalisé après sur des grandes entreprises, non. Ça va, merci. Et aussi, vous, c'est parce que vous avez fait la chimie, mais dans les autres branches d'ingénieur civil, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent en laboratoire. C'est une bonne question. Je pense que même en chimie, j'aurais pu travailler en laboratoire. De nouveau, ça dépend de la boîte, ça dépend de la fonction, ça dépend de beaucoup de choses. Finalement, ici, moi, vu que je suis responsable labo, je suis quand même confrontée au travail de laboratoire, donc faire des analyses de cycle de vie, caractériser les polymères, mesure d'essai, mesure XRF. Donc, justement, je pense que le fait d'avoir fait ingénieur civil, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et donc, le fait, si tu veux travailler en laboratoire, oui ou non, quelle que soit l'orientation, c'est toujours faisable. Ça dépend évidemment de la boîte et de tes affinités, mais je dirais pas que c'est impossible ou voilà. Ça va, merci. Tiens, je me dis que ce serait peut-être intéressant d'expliquer un petit peu ce que c'est la CV, parce que je pense que quand on est en première année, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quand même un concept aujourd'hui qui devient central dans les développements de tas de produits. Donc, de manière brève, évidemment, parce qu'on peut parler des heures de la CV, mais est-ce que je pense que ce serait intéressant pour les étudiants de savoir ce que c'est la CV? Ouais. En fait, comme vous venez de le dire, en fait, c'est quelque chose d'assez récent quand même. Moi, quand j'ai eu un cours là-dessus à l'UNIF, et c'était pas tout nouveau, mais quand même très récent. Et puis, en arrivant chez NMC, on avait le programme, on n'en faisait pas beaucoup. Et en ayant 7 ans, maintenant, on a une personne qui s'occupe quasiment que de ça, tellement les demandes sont importantes. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on analyse l'impact d'un produit. Donc, en fait, on regarde toutes les matières premières qui rentrent. Qu'est-ce qu'elles ont consommé pour les produire, pour les transporter, donc chacune individuellement, et puis après on calcule les transports pour l'amener chez nous, puis de nouveau qu'est-ce qu'on a besoin chez nous pour produire la mousse, donc en termes d'énergie, en termes de chauffage, en termes d'eau, en termes de tout ce qu'on a besoin, puis de nouveau il y a le transport, et puis à la fin de vie, donc en fait on regarde sur tout le cycle du produit final, donc ici on parle d'une mousse, on regarde ce que le produit a eu besoin à consommer et ce qu'on a pu en retirer. Par exemple, si à la fin, on peut le brûler, donc récupérer de la chaleur, on le déduit. Donc, on fait vraiment une boucle, on va dire, et on peut calculer comme ça l'impact d'un produit. Et ce qui fait qu'en fait, le LDPE biobasé était à 0, comme j'ai dit, c'est en fait parce que dans l'analyse du cycle de vie, vu que ça vient de la canne à sucre, donc ça vient d'une plante, la plante, durant sa vie, elle a absorbé de l'eau du CO2. Et donc, en totalité, même si nous, pour produire la mousse et pour la transporter, on a consommé de l'énergie, en totalité, le produit émet 0 kg de CO2. Même si je suis un peu critique vis-à-vis de cette valeur, mais les méthodes là aussi changent encore pour voir si c'est vraiment réaliste de dire qu'un produit est à 0. Mais on prend en considération simplement le fait que la plante ait absorbé du CO2 et donc le global, en fait, c'est 0. C'est 0 en termes de calcul de CO2 produit et consommé, mais en termes de consommation d'énergie, on est où? En fait, je n'ai pas la valeur comme ça en tête, mais on se rend compte que l'ACV permet d'avoir un ensemble de paramètres sur l'eau, sur plein de paramètres, on voit en fait l'impact du produit. Mais honnêtement, en entreprise, les clients, ils ne veulent que le CO2. Le reste, on ne sait pas très à quoi bien ça correspond, je pense, les clients. Et c'est pas aujourd'hui, c'est plutôt utilisé pour une question de marketing, pour image. Voilà, on ne commence pas à analyser les 15 facteurs. Et donc, honnêtement, les autres, même nous, on les regarde pas trop, quoi. On regarde le CO2 et puis. Mais clairement, oui, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont importants normalement. Hein.
Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, je ne sais pas si la question est idiote ou pas, mais est-ce qu'on peut dire si on prend une mousse pour isoler un tuyau de chauffage, par exemple, on prend 1 mètre de tube de mousse pour isoler un tuyau d'un chauffage central classique dans une habitation classique. Est-ce qu'on peut dire que l'économie d'énergie que va permettre ce mètre d'isolant est supérieure à l'énergie consommée pour le produire? Est-ce qu'on a des valeurs, des calculs précis Non. de ce type-là? Pour le calcul ACV, on vient d'en finir un pour le caoutchouc et j'ai voulu mettre ça dans l'argumentaire que grâce à l'isolation caoutchouc, on économisait X kilos de CO2 et en fait le vérificateur il dit que c'est trop aléatoire et donc c'est pas pris en compte en fait. C'est un peu pas logique je trouve, mais aujourd'hui c'est pas pris en compte non. Pour le total, on prend pas ça en compte. Oui, oui, oui. J'imagine que c'est pas facile de déterminer, mais c'est une question essentielle. C'est typiquement en première année, je pense que tous les étudiants qui participent ici l'ont entendu. En début de cours, quand je fais une introduction, je parle notamment des panneaux photovoltaïques et de la question que, enfin aujourd'hui les choses s'améliorent, mais la quantité d'énergie nécessaire pour produire un panneau photovoltaïque est relativement importante. La production du silicium est très énergivore et donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que la quantité d'énergie que le panneau va produire pendant sa vie, est-ce qu'elle est bien supérieure à la quantité qu'il a fallu pour le produire? Et ce n'est pas des questions évidentes. Et la même question se pose avec de l'isolant, avec des tas de choses. Ouais. Non, aujourd'hui, quand on doit faire, nous, une EPD, donc une déclaration environnementale là-dessus, c'est pas pris en considération. Ce qui est pris en considération, c'est la fin de vie, donc s'il est brûlé ou recyclé, ça, c'est pris en considération, mais pas l'utilisation ou le gain potentiel durant l'utilisation, ça, non. Okay. Même si la question est tout à fait valable, et c'est nous un argument marketing en disant même si ça émet autant de CO2, ben, on en économise autant, donc Oui, on le dit, nous, c'est pas dans la oui, série. tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On arrive tout doucement à la fin, mais il y a encore de la place pour des questions si vous en avez encore. Surtout, n'hésitez pas. Je répète, c'est la dernière conférence de l'année, donc on n'a pas tous les jours un ingénieur de l'industrie devant nous quand on est étudiant. Plus de questions. Louise, je vois que tu as encore ta main levée. Je ne sais pas si tu as une question ou si tu as laissé ta main levée. Ah non, pardon, j'ai oublié de la baisser. Pas de souci. Voilà, ben je ne vois plus de questions. Ben en tout cas, merci beaucoup Florence pour cette conférence bien intéressante et pour cet échange qui a bien fonctionné cette fois-ci avec les étudiants. Je suis très content de voir qu'il n'y a pas eu de problème technique majeur, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci à tous d'être venus et bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.